Bonjour à tous, ravi de vous revoir, pour un nouveau webinaire, organisé par Hublot et en présence de Marie. On va juste attendre, quelques minutes, avant de débuter, peut-être pour, un peu tout le monde en rappel, pour ceux qui sont déjà présents. Donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir poser des questions. La manière dont vous pouvez poser des questions, vous avez 2 possibilités, soit dans le chat, soit dans les questions et on vous a également prévu, quelques sondages sur lesquels vous pouvez, répondre, si vous le souhaitez. Et donc l'idée, c'est qu'on commence, d'ici 1 ou 2 minutes, le temps de laisser aux autres participants, la possibilité de se connecter. Et oui, donc pour tout le monde, je précise et on va pouvoir débuter dans quelques instants. Pour les, participants hors intervenants, donc en dehors de, Marie et moi-même, vous n'avez pas la webcam et le micro. C'est pour éviter juste qu'il y ait des bruits parasites, ou autres. Par contre, vous avez tout à fait accès à la partie, chat et questions et sondages. Heu, je vais vous proposer de commencer. Donc, merci beaucoup à tous, de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. On va essayer de le tenir en 30, 45 minutes avec dans l'idée de vous, présenter, pas mal de solutions conseils sur la gestion de son appartement. Mais l'idée, c'est que ça reste interactif. Donc vraiment, posez vos questions et on prévoira, quoi qu'il arrive, un temps d'échange, à la fin. Le webinaire est également enregistré, donc vous aurez à disposition, à la suite un lien qui vous permettra de le revoir et on vous enverra également le support, qu'on vous présente aujourd'hui. Pour commencer, je vais laisser peut-être Marie se présenter. Merci Flavien. Bonjour à tous, Marie Cayette, je suis donc avocate en droit immobilier. J'ai cofondé mon cabinet avec Juliette Bell, également spécialisée en droit immobilier. Et on intervient dans les domaines du droit de la copropriété, de la vente immobilière et tout ce qui est les baux, donc baux d'habitation, baux professionnels et baux commerciaux. Et moi, de mon côté, c'est donc Flavien Douetto, je suis le cofondateur, de Hublot. Donc Hublot, c'est une société qu'on a cofondée en 2020 et qui est un logiciel, de gestion immobilière, à destination plutôt des professionnels de l'immobilier. On n'accompagne, aujourd'hui pas les individus, et on essaye d'apporter une solution, fluide et belle, donc interactive à destination de l'ensemble des acteurs pour, faciliter la gestion au quotidien. En introduction peut-être sur la thématique du jour, l'objectif c'était de partager quelques chiffres, pour, comprendre les enjeux, de la gestion d'un appartement et un des premiers enjeux, quand on gère, que ce soit d'ailleurs à titre personnel ou, dans son activité professionnelle, c'est qu'assez souvent la gestion, c'est une source de stress, très, très importante et le stress est partagé. Donc côté locataire, étonnamment, on a, quand on regarde les différents types de sondages qui peuvent être, réalisés, par l'USH, par Nexity, par en fait beaucoup d'acteurs, on s'aperçoit que finalement, la vie quotidienne, est une source de stress pour 47 des locataires. Et ensuite, quand on essaye de comprendre d'où vient, ces différents types de stress, là, on voit en fait que, des grandes catégories émergent, qu'on va essayer un peu de traiter, durant ce webinaire. Le tout premier source de stress, et qui arrive, plus régulièrement, que ce qu'on imagine, ce sont les logiques d'impayés
Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, la majorité des propriétaires ont déjà été victimes de loyers impayés. Donc, évidemment, quand on a un grand parc, la probabilité que ça arrive est beaucoup plus importante, mais c'est assez important. Et on y reviendra surtout sur cette gestion des impayés, que ce soit dans le précontentieux, dans le contentieux et dans l'expulsion. La seconde grande catégorie qu'on constate, c'est le problématique des incidents et sinistres, en sachant que là encore, on arrive sur des choses très régulières. Je pense que tout le monde a connu un dégât des eaux, que ce soit lui le responsable ou d'autres personnes, et la difficulté, ou en tout cas le stress relatif, ou la charge mentale que ça représente. Et après, on va avoir deux sous-catégories un peu différentes. On a des problématiques contractuelles qui peuvent être soit je n'avais pas très bien compris l'ensemble des éléments, soit il y a des subtilités, que ce soit côté propriétaire ou locataire, qui peuvent intervenir. Et c'est pour ça que c'est assez important d'avoir une relation contractuelle très propre dès l'entrée en relation. Et enfin, il y a toute la gestion en collectivité. C'est la grande difficulté, hein. On aime bien les gens, mais en fait, parfois, c'est difficile de vivre avec. Et là, on constate que le bruit, mais on verra aussi des petites subtilités juridiques peuvent entraîner beaucoup de nuisances et devenir très compliqués à gérer. Donc là, l'objectif à chaque fois, c'est de reprendre un peu durant le webinaire la file de vie d'un contrat de location et d'échanger avec vous sur les points importants. Et ce qui est important, c'est qu'en dehors juste d'avoir listé les problématiques, bon, c'est du stress, mais aussi c'est de l'argent. C'est un coût assez important. Et en fait, la gestion locative a évidemment des coûts de frais de mise en location, c'est-à-dire en fait de trouver son bon locataire et de pouvoir ensuite le faire rentrer. Et ensuite, la gestion. Le pourcentage va varier évidemment, plus on est grand, plus on arrive à mutualiser. Mais cette gestion a un coût assez important. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que ces coûts-là viennent souvent de coûts de traitement des problématiques qu'on a mentionnées. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas uniquement des frais normaux de maintenance, mais en fait, derrière le coût qu'on engendre sur la gestion d'un logement, c'est souvent sur des problématiques, c'est-à-dire des éléments où je dois passer du temps à échanger, je dois corriger des choses, je dois revenir sur des éléments. Et là aussi, un des objectifs qu'on va essayer de vous apporter, c'est au travers de ce webinaire, avoir quelques éléments de bonnes pratiques, conseils, en tout cas retour d'expérience, pour faire en sorte d'éviter de passer trop de temps sur en particulier des sujets administratifs ou répétitifs, mais en fait essayer de gagner du temps en prioritisant les vrais sujets sur lesquels vous avez besoin d'attention et sur lesquels vous pourriez éviter d'avoir une erreur par la suite. Si on récapitule un tout petit peu le sommaire, donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de repartir de l'ensemble des étapes de la gestion, donc de la candidature, c'est-à-dire un bien m'intéresse, à l'entrée dans les lieux, puis ensuite la vie dans ces lieux-là et la sortie avec, quand ça se passe bien, état des lieux de sortie et l'expulsion, en sachant que dans notre échange aujourd'hui, on inclut évidemment les échanges également dans des aspects de copropriété, même si on a repris plutôt un fil qui se retrouve dans la gestion locative. Sur un des premiers éléments, pour commencer, donc c'est comment se passe la candidature et la sélection d'un dossier. Un des éléments qui est assez important d'insister, c'est qu'évidemment, la sélection est une première étape importante pour éviter par la suite d'avoir beaucoup de problématiques, notamment d'impayés, mais même juste dans les problématiques d'échange. Et la manière, évidemment, d'évaluer un dossier est très importante. Cette évaluation, assez souvent, elle va passer sur la capacité, la solvabilité du locataire. Mais un des points sur lequel j'insiste beaucoup, c'est le fait d'avoir au préalable, c'est-à-dire quand je commence mon activité de gestion ou quand j'ai déjà mon activité de gestion, d'avoir vraiment réfléchi à la logique du parcours que je veux mettre en place. C'est-à-dire comment je vais sélectionner, sur quelle pièce, qu'est-ce que je vais demander et comment fluidifier l'échange. Et donc l'idée, c'est juste éviter de perdre du temps pour collecter des pièces, parce que ce n'est pas là où va être la valeur ajoutée. Faire aussi en sorte que cette collecte de pièces soit simple pour tout le monde. J'insiste beaucoup parce que assez souvent, il peut y avoir un biais aussi naturel de sélection. Si vous avez un process très ancien, très papier, pas agréable, en fait, vous allez aussi, en tant que propriétaire, éliminer certains profils qui souhaitent une notion assez réactive, pouvoir mettre les informations. Et pourquoi aussi cette approche d'avoir une collecte de pièces un peu processée, si possible en ligne et bien faite, c'est que ça vous permet beaucoup plus facilement
de vérifier les différentes informations. Donc, la première approche dans la sélection du candidat, c'est évidemment définir vos critères, mais en plus de définir vos critères, de définir votre process, parce que vous allez gagner du temps et vous allez pouvoir avoir des éléments de comparaison beaucoup, beaucoup plus importants. Est-ce que Marie, tu veux préciser d'autres éléments sur la partie, cette fois-ci sur la partie plus contractualisation? Oui, merci Flavien. Effectivement, le début du contrat est assez essentiel puisque vous allez vous engager contractuellement avec quelqu'un dont l'obligation principale va être de vous régler les loyers. Donc, cette partie capacité et solvabilité est essentielle quand on va recruter et on va définir qui va être notre locataire. Par exemple, on ne peut pas s'engager avec quelqu'un qui serait mineur ou, par exemple, sous tutelle. Donc, il faut faire très attention à son identité. Une fois que vous aurez identifié sa bonne capacité, sa bonne solvabilité, ensuite, vous avez toujours des outils pour sécuriser le bon règlement des loyers et des charges. Donc, classiquement, on pense toujours au dépôt de garantie. Donc, c'est souvent environ 3 mois. Mais on a d'autres outils qui sont également à la disposition des bailleurs. On a l'acte de cautionnement et également la garantie à première demande. Donc ça, on ne l'envisage pas quand c'est des petits loyers, mais dès qu'on va être dans des sommes plus importantes, partir sur, et parfois on peut même faire des doubles garanties, un cautionnement, une garantie à première demande en plus du dépôt de garantie, c'est un outil réellement nécessaire et sécurisant. Notamment la garantie à première demande qui en fait peut être actionnée sans qu'on puisse élever une contestation. Donc on va aller voir la banque, on va dire voilà, j'ai ma garantie, merci de me régler la somme. Et on ne rentre pas dans un débat de contestation. Donc ça peut s'envisager quand on est sur des montants importants. Mais voilà, il faut l'avoir en tête qu'il faut bien sécuriser ça dès le départ pour qu'après, par la suite, ça soit plus simple en cas d'impayé. Merci beaucoup. Un des points sur l'arrivée, c'est aussi l'état des lieux d'entrée. Donc évidemment, la personne rentre dans le logement et pour finaliser la contractualisation, on va vérifier l'état du logement qu'on lui met à sa disposition. Et une des grandes difficultés, c'est de faire ça, entre guillemets, proprement, en sachant que cette logique, quand je dis propre, revêt plusieurs éléments. Reprendre les informations contractuelles du bail, c'est-à-dire de bien reprendre les éléments sur lesquels, qu'est-ce qu'on lui met à disposition. Donc, si c'est un meublé, avec quels éléments, qui est également signataire du bail, et pouvoir ensuite, durant l'état des lieux d'entrée, notifier, enregistrer, commenter tous les éléments, que ce soit d'équipement ou de composition, avec la possibilité de prendre de photos. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir une approche, entre guillemets, très formelle de cet élément-là. Pourquoi? Puisqu'en fait, ça va être un élément qui peut être opposable par la suite. Et surtout, dans votre gestion, en fait, ça vous permet d'avoir des points de comparaison, c'est-à-dire d'utiliser aussi cet état des lieux d'entrée pour avoir une visibilité sur votre patrimoine, sur les éléments peut-être à corriger, ou juste sur les informations totales d'équipement. Donc souvent, ce qu'on constate, c'est qu'à partir d'un certain base de patrimoine, il faut absolument avoir une donnée à jour. Et c'est une des difficultés d'avoir en permanence une donnée patrimoine à jour, et que donc l'état des lieux est possible. Un des points aussi qui peut être intéressant, c'est de faire cet état des lieux en ligne, donc c'est-à-dire directement sur tablette. Quels peuvent être les éléments intéressants? C'est que c'est déjà un peu plus interactif, on peut beaucoup plus commenter, on peut plus facilement uploader des informations. Et avec Hublot, nous, on vous propose de faire la signature directement sur place après avoir vérifié les pièces d'identité des personnes signataires. Mais c'est vraiment très important là, dans la partie état des lieux, d'avoir un process très formel, ou en tout cas bien en place, parce que je sais que ça embête un peu tout le monde, mais c'est une des étapes assez importantes dans la contractualisation et dans l'entrée du logement. Et un des points, évidemment, et c'était Marie qui l'avait mentionné, qui va l'indiquer et qui l'a déjà mentionné, mais il y a quand même beaucoup d'aspects juridiques à faire attention. Et donc, il est tout à fait possible de réaliser un état des lieux par un huissier de justice pour vérifier. Je ne sais pas si toi, Marie, tu as déjà eu des retours d'expérience ou des éléments là-dessus.
Oui, en fait, le principal, c'est d'avoir cet état des lieux d'entrée et qu'il soit le plus détaillé possible pour justement qu'il n'y ait pas de souci de contestation à la fin du bail. Parce que le bail, ça, il va vivre et on ne sait pas combien de temps il va vivre. Et à la fin, c'est très compliqué quand on n'a pas d'état des lieux d'entrée de connaître et de rapporter la preuve de l'état dans lequel était l'appartement au moment de l'entrée dans les lieux du locataire. Donc, si l'état des lieux d'entrée est bien annexé au contrat de bail, que ce soit par voie d'huissier ou fait de façon contradictoire entre les parties, le critère essentiel, c'est vraiment qu'il soit le plus détaillé. Donc, avoir des photos et une signature, effectivement, des deux parties qui reconnaissent l'exactitude des mentions faites sur cet état des lieux d'entrée. Très bien. On a une question de la part de Laurine. Elle demande est-ce qu'il est possible de prendre l'état des lieux de sortie de l'ancien locataire en état des lieux d'entrée du nouveau locataire? Donc la question, elle est, on va dire, multiple. La première élément, c'est oui, on peut le prendre en base de référence, bien évidemment, puisque ce serait, on va dire, la dernière photographie de l'état des lieux. Donc, c'est possible au travers du Hublot, c'est possible, je pense, dans d'autres outils. Attention néanmoins à avoir en tête qu'assez souvent, dans la pratique, vous allez faire éventuellement des ajustements entre l'état des lieux de sortie de l'ancien locataire et l'état des lieux d'entrée. Donc, évidemment, c'est très intéressant de le prendre en élément, mais c'est encore mieux si vous arrivez à suivre les ajustements que vous réalisez, puisque assez souvent, vous allez mettre à jour la peinture. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut reprendre les éléments, en particulier sur les compteurs d'eau éventuels ou sur tous les autres métriques qui peuvent être utiles. Donc oui, il est tout à fait possible, alors dans notre outil Hublot, mais de manière générale en logique, d'utiliser ça comme étant la base de référence pour établir les premiers éléments de l'état des lieux d'entrée du nouveau locataire. Par contre, évidemment, ce n'est pas un élément qui va être opposable au nouveau locataire. Hein. C'est pour vous, pour, on va dire, constituer la base, mais ce n'est pas un élément qui rentrera dans l'aspect contractuel pour la suite. On continue un peu notre parcours. Donc, la personne a brillamment passé les étapes contractuelles et l'état des lieux d'entrée s'est passé de manière merveilleuse. Et là, il est dans le logement et là, arrivent les cas classiques. J'ai des problèmes. Et un des enjeux qu'on voit dans le tracas d'une location, et c'est vrai en copropriété, hein, quand on est également propriétaire, on peut avoir ces éléments-là, c'est comment faire pour remonter ou gérer des incidents. Et ça, un des points de frustration que moi j'ai beaucoup eu et qu'on a, je pense, tous, c'est cette impossibilité de manière simple. C'est-à-dire, en fait, c'est parfois au travers d'un appel, soit essayer d'envoyer un email, et dans 99% des cas, très peu de transparence sur le traitement de mon dossier. Et donc l'idée, c'est que d'avoir, donc au travers soit d'un outil, soit d'un process, mais d'établir dans la vie du bail ou dans la copropriété une vraie logique de suivi de ticketing, qui inclut donc une capacité à tous les occupants de remonter une problématique, d'avoir une capacité à assigner à quelqu'un cette tâche et de mettre la transparence dans l'information. La transparence, j'insiste beaucoup. Donc la transparence, ce n'est pas forcément communiquer toutes les informations. Je veux dire, il y a des choses qui ne concernent pas les parties prenantes sur même des coûts ou des choses éventuelles. Par contre, de savoir juste que le dossier est en cours de traitement et de comprendre les prochaines étapes, ça diminue les tensions et en fait, ça diminue le coût de traitement. Parce qu'en fait, si cette information est partagée, c'est-à-dire qu'elle est disponible pour tout le monde. Et donc, si quelqu'un est en congé, qu'elle reprend le dossier, elle est au courant de ce qui se passe. Pour le prestataire qui doit intervenir, si cette information est claire, il peut reprendre l'ensemble des interventions et bien comprendre la problématique. Donc, cette transparence, elle permet, en plus de diminuer le stress, elle permet vraiment de diminuer le traitement. Par contre, et c'est là où je vais laisser ensuite la parole à Marie, c'est que sur certains cas, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce que je montre là, ça va être des cas que je vais appeler incidents, voire éventuellement sinistres, c'est-à-dire souvent sur du matériel. Typiquement, j'ai un problème de fenêtre, je demande à mon propriétaire, ou il y a un dégât des eaux dans l'immeuble, je remonte l'information. Mais dès qu'il va s'agir notamment de nuisances, là, l'approche n'est pas forcément au travers d'un outil, mais plutôt de réfléchir de manière qu'est-ce que je peux faire également dans une logique de droit. Donc, je pense que Marie, tu as dû avoir beaucoup de cas de troubles de voisinage. Est-ce que tu as quelques éléments à nous partager ? Oui, alors la notion de trouble de voisinage, c'est en fait une notion qui a été créée par
par la jurisprudence, c'est le principe selon lequel on a le droit de jouir de sa propriété, donc propriété locative, mais la limite, c'est la propriété de son voisin. Donc il y a une limite qui est au cas par cas, à savoir est-ce que j'ai une jouissance qui cause un trouble à mon voisin? Et si oui, dans ce cas, ce fameux voisin a le droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l'action du trouble de voisinage. Typiquement, par exemple, en copropriété, on a un règlement de copropriété qui va définir la destination de chaque appartement et de l'immeuble en général. Par exemple, une destination qu'on appelle bourgeoise, donc ça veut dire de l'habitation et assez calme. Donc non, on ne peut pas, j'ai eu le cas la semaine dernière, on ne peut pas faire un temple bouddhiste et sonner le gong toutes les 5 minutes dans un appartement au 2e étage. Ce n'est pas possible. On ne peut pas non plus, en tant que locataire, faire une extraction de fumée sans autorisation de l'Assemblée générale et stocker des bidons d'huile dans les parties communes. Donc là, ce sont ce qu'on appelle des troubles de voisinage. Et le problème, c'est que vous, en qualité de propriétaire, vous êtes responsable de votre locataire et de la jouissance qu'il fait. Donc, vous aurez de toute façon une action en garantie contre lui, mais vous avez une part de responsabilité puisque vous devez vous assurer que l'activité ou l'usage que fait le locataire dans votre bien est conforme et ne va pas causer de nuisance. C'est le cas également, quand on avait préparé le webinaire, on en avait parlé avec Flavien, des locations courte durée saisonnière, où on a eu des cas de locataires qui faisaient un feu de cheminée en plein milieu du salon. Donc, creusaient un trou dans le sol et faisaient un feu de cheminée. Typiquement, là, on rentre dans le cas des troubles de voisinage et ça donne souvent lieu à des contentieux complexes. Et ça, c'est aussi une des limites, et ça fait encore partie, je parle beaucoup de process, mais des choses à mettre en place, c'est que ce qu'il faut arriver à définir, c'est des actions un peu automatiques sur lesquelles, donc, qui sont souvent des tâches répétitives, sur lesquelles l'objectif, c'est d'amener de la transparence et d'aller répondre rapidement, qui permet ensuite de passer plus de temps sur des sujets complexes, comme la personne fait un feu de cheminée dans le salon, sur le parquet, pour surtout aussi savoir quand le déléguer, soit à d'autres services, si vous êtes un grand groupe, soit avoir recours à une expertise légale réelle, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous régler l'ensemble des problématiques. Un des autres enjeux qu'on a souvent dans la gestion de la location, c'est malheureusement les impayés. Donc la grande difficulté d'un impayé, c'est en tout premier lieu d'arriver à le détecter. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir plusieurs cas qui expliquent un impayé. Il peut y avoir des cas entre guillemets techniques, c'est-à-dire la personne a changé de compte, son compte n'est pas forcément approvisionné, il peut y avoir un prélèvement qui n'est pas passé par la banque, etc. Par opposition à des impayés où là, ça relève un problème un peu plus profond sur lequel il va y avoir besoin d'avoir une action et un suivi beaucoup plus long. Et une des difficultés aujourd'hui dans la plupart des cas de gestion de ce que j'appelle des encaissements de loyer, c'est que c'est un process qui reste relativement manuel, en particulier quand on n'est pas sur des cas de prélèvement. Et encore, sur les prélèvements, il y a le sujet qu'on peut contester un montant pendant une durée assez longue. Et de ne pas avoir encore un process, donc qui peut travailler au travers d'un outil, qui permet de préparer le dossier. Et donc, un des enjeux très importants dans de la partie impayée, c'est d'avoir en fait un process. Donc ça, j'insiste pas mal, c'est-à-dire de définir quelles sont les règles et les étapes que j'applique. Et quand je dis ces process-là, ça équivaut aussi sur comment je vais constater la dette que le locataire me doit. C'est-à-dire d'avoir dans une logique de répartition des flux d'encaissement, de savoir qu'est-ce que je répartis au loyer, qu'est-ce que je répartis aux charges, et quand la personne a plusieurs impayés et que je reçois un montant, à quelle dette ou à quel élément je l'applique. Donc souvent, c'est des règles que vous connaissez. Ça peut être des règles que vous mettez en place, mais qui sont souvent assez manuelles. Et donc, un des éléments sur lequel j'insiste beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités d'automatiser ce traitement pour en fait très, très rapidement et le plus tôt possible identifier
les cas vraiment problématiques d'impayés pour avoir une approche de pré-contentieux beaucoup plus rapide et tôt. Puisqu'en fait, très rapidement, on va s'apercevoir dans la gestion pré-contentieuse qu'il va y avoir des gens qui sont de bonne volonté, mais dans une situation transitoire, et l'échange va permettre souvent de résoudre, par opposition où très rapidement on s'aperçoit qu'on ne trouvera pas une solution et qui malheureusement il faudra passer à une autre étape, et surtout il faudra passer à une étape qui est beaucoup plus juridique et pour lequel donc là il faut passer souvent par un expert, un avocat ou votre service juridique. Et juste sur les éléments, quand je parlais de précontentieux, c'est des éléments sur la possibilité durant la phase que j'appelle encore un peu de conciliation ou avant de passer en tout cas au contentieux, d'arriver à avoir un suivi aussi et de mélanger un peu les différents éléments pour avoir le dossier complet en cas de passage en contentieux et si juste c'est une problématique, de le résoudre assez rapidement. Et donc, une des difficultés souvent, c'est que il peut s'attendre plusieurs semaines, voire mois, avant une réelle constatation et au moment où on prend plusieurs actions. Et un des points importants dans la gestion d'une personne qui a plusieurs dettes, c'est que assez souvent, si on veut récupérer la dette que cette personne doit, il faut être assez rapide. Parce qu'en fait, il y a plusieurs créanciers. Et donc, assez souvent, si on veut être pas le dernier, il faut ça. Et ensuite, pour les bailleurs sociaux, ou en tout cas pour les gens qui, on va dire, ont dans leur base locataire des gens sur lesquels ils peuvent être en situation de précarité, c'est aussi pour identifier les personnes sur lesquelles il faut très tôt avoir plutôt une action sociale pour d'accompagnement. Noémie posait la question sur la relance. En fait, la relance, ce n'est pas le jour J du paiement habituel, c'est plutôt au moment où vous détectez le paiement manquant. Donc, nous, ce qu'on constate assez souvent, c'est qu'on laisse une attitude de 5 à 7 jours par rapport à la date habituelle, pour lequel, une fois que par rapport à d'habitude, il n'a pas payé, on fait la relance. Et un des points juste très concrets sur le suivi des paiements, par exemple, aujourd'hui, il est très difficile de faire la réconciliation comptable issue d'un virement, puisqu'en fait, quand quelqu'un vous fait un virement, concrètement, pour savoir qu'est-ce qu'il paye, il faut regarder l'objet. Personne ne remplit correctement l'objet, enfin, c'est assez rare. Et il faut suivre le montant. Mais le problème d'un montant dans l'immobilier, c'est qu'il peut y avoir des variations liées du loyer, l'IRL, et il peut y avoir des régules de charges ou en tout cas des variations. Donc, ça rend très difficile. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez avoir, alors, sur les établissements bancaires traditionnels, c'est assez peu présent, mais soit sur les nouveaux outils, soit auprès de nouveaux établissements, il y a la possibilité, par exemple, d'avoir des IBAN virtuels. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait des comptes virtuels qui vont être associés à un contrat de bail, ce qui fait en sorte que quand la personne va faire le virement sur cette IBAN, on va être certain qu'elle paye bien son contrat. Et donc, on a immédiatement l'information également, et comme si c'était un prélèvement et qu'on sait qu'elle est rattachée à un contrat. Donc vraiment, la gestion de la relance, j'insiste beaucoup sur cette phase de précontentieux. Peut-être, Marie, tu voulais préciser, toi, sur un peu comment on gère le passage au contentieux par la suite? Oui, en tout cas, c'est très bien toutes ces étapes puisque parfois c'est une négligence ou un oubli. Et avant de recevoir une mise en demeure, c'est bien qu'il y ait plusieurs relances téléphoniques ou par mail comme proposé. Et ensuite, effectivement, quand on est vraiment face à un impayé qui grossit et qui ne peut pas se régler, une mise en demeure, que ce soit faite par des services juridiques ou via un avocat. Et ensuite, on n'a pas le choix que de saisir le tribunal. Et dans la mesure où l'impayé de loyer est la faute, on va dire une des fautes principales qu'on puisse imputer au locataire, c'est une des causes de mise en jeu de la clause résolutoire du contrat, donc, qui permet donc de mettre un terme au contrat de bail. Et il faudra donc demander au juge l'acquisition de cette clause résolutoire pour ensuite pouvoir récupérer le logement. Merci. Question de Noémie, j'en profite. Les relances par mail sont-elles vraiment valables avant mise en demeure? Un huissier m'a demandé de relancer par courrier. Non, par mail, c'est vrai que c'est toujours mieux de faire des relances par lettre RAR en termes de preuves, dans tous les cas.
Si vous avez l'habitude au début de communiquer par mail avec votre locataire, oui, vous commencez par une relance par email. Ça me paraît être bien au début. Il n'y a pas de délai de toute façon pour après lancer la mise en demeure. Et si au bout d'un mail et un coup de téléphone, vous n'avez toujours pas été payé, dans ce cas, oui, il faudra passer par un process plus formel et faire une lettre recommandée avec accusé de réception. Et vous n'hésitez pas, hein, les autres participants, si vous avez des questions, on les prendra soit en fil de l'eau, soit à la fin. On arrive plutôt sur cette fois-ci, la fin du contrat. Donc la personne, malheureusement, quitte le logement. Et à l'instar de ce qu'on a décrit sur l'état des lieux d'entrée, il faut faire un état des lieux de sortie. Sur l'état des lieux de sortie, on va retrouver un peu les mêmes préconisations, hein, qu'on vous a indiquées, c'est-à-dire que ça doit être une base comparable. Sauf qu'évidemment, un des enjeux, c'est qu'il peut y avoir une tarification ou un coût associé. Et donc, ça peut être souvent un moment qui peut être un peu de tension. Et donc, j'insiste aussi pas mal sur l'effort pédagogique à faire durant cette phase-là. Donc, chez les grands acteurs, en particulier les bailleurs sociaux, il y a souvent une étape intermédiaire qui est la visite conseil, donc avant l'état des lieux de sortie, qui est une étape très importante et qui peuvent être appliquées d'ailleurs dans le parc privé, où l'objectif en fait de cette visite, elle est double. C'est de prévenir le locataire des éléments qu'il doit corriger et lui prévenir que s'il ne le fait pas, il peut y avoir un coût. Donc déjà, ça anticipe et ça lui permet d'être au courant parce que parfois, le locataire peut être de bonne foi et oublie juste que les joints de salle de bain ou le trou qu'il a fait dans le mur, faudra penser à le reboucher. Et surtout, ça peut permettre au propriétaire d'avoir une information très tôt sur son patrimoine. Puisqu'en fait, j'imagine qu'un des objectifs, c'est quand même de diminuer le taux de vacances, c'est-à-dire le temps où le logement est inoccupé, et d'identifier très tôt des travaux à réaliser, même avant la sortie, c'est assez utile, puisqu'en fait, s'il n'y a pas de travaux, automatiquement, je peux recommercialiser mon bien. Et s'il y a des travaux, il faut que très tôt, je mandate un prestataire pour qu'il intervienne. Donc cet aspect, elle est assez importante de bien préparer cet état des lieux de sortie, que ce soit d'un point de vue pédagogique, mais également pour votre gestion de patrimoine. Comme tout à l'heure, l'idée, c'est aussi d'en profiter pour avoir à jour votre patrimoine, parce qu'en fait, il peut se passer des choses en positif et négatif. On peut constater que la personne a rajouté une cloison. Il y a peut-être des éléments d'équipement qui sont présents qui n'étaient pas là. Les compteurs ont pu changer durant la durée de vie du bail. Donc, ça permet de mettre à jour en temps réel pour avoir tous ces éléments-là. Un des points vraiment qui est problématique parfois, c'est de ne pas utiliser le même élément de comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie. L'objectif, quelle que soit finalement la méthodologie que vous passiez par huissier ou autre, ce qui est toujours intéressant, c'est de s'assurer que dans la manière dont on va présenter en particulier le locataire, on soit très objectif sur l'élément de comparaison et donc d'avoir la même grille, d'avoir vraiment la même approche, d'avoir toujours des photos pour pouvoir comparer et, si nécessaire, facturer les éléments qui sont dessus. Je ne sais pas si Marie, tu avais des points que tu souhaitais préciser sur l'état des lieux de sortie. Oui, l'état des lieux de sortie, ce qu'on peut préciser, c'est que quand on n'a pas d'état des lieux d'entrée, on peut toujours faire un état des lieux de sortie pour que ce soit la base en cas de contestation sur qui doit faire quoi. Mais le principe, du coup, quand on n'a pas d'état des lieux d'entrée, donc on ne peut pas faire de photographie et de comparaison entre les deux, c'est que le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état de réparation locative et en bon état général. Donc, dans ce cas, ça inverse la charge de la preuve. Ce sera à vous, bailleur, de rapporter la preuve de l'existence d'un meilleur état ou en tout cas des désordres qui peuvent être imputés à votre locataire. Donc, c'est vraiment pour ça, et on le voit à la sortie notamment, qu'il est important d'avoir les deux, l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie, le plus détaillé possible, et les deux, pour qu'il n'y ait pas toutes ces contestations-là qui puissent survenir par la suite, puisque c'est vraiment un problème de preuve qui s'ouvrira par la suite si on n'a pas ça. Et c'est notre dernier sujet avant de prendre vos éventuelles questions. C'est malheureusement la sortie du logement au travers de l'expulsion. Et juste en préalable, j'insiste beaucoup sur le fait, pour tout le monde,
d'arriver à bien gérer la charge mentale liée à ce genre d'épreuve. C'est-à-dire qu'en fait, c'est compliqué pour tout le monde, pour toutes les parties prenantes, et c'est pour ça que c'est indispensable d'être accompagné sur cette phase-là, quel que soit le type d'accompagnement. Mais c'est hyper important puisqu'en fait, sinon, il y a une charge émotionnelle qui est souvent très forte et qui fait en sorte qu'en plus d'être compliqué financièrement, ou d'un impact financier, il peut y avoir un impact émotionnel un peu important. Donc, un accompagnement juridique est toujours fortement recommandé. Et oui, et sur la procédure d'expulsion, c'est une procédure effectivement judiciaire. On est dans un état de droit en France, donc on n'expulse pas quelqu'un comme ça. Il y a une procédure qui est très stricte et avec des délais précis à respecter. Vous devez déjà faire délivrer un commandement d'avoir à payer en visant la clause résolutoire du contrat, et ensuite solliciter l'acquisition et demander au juge l'autorisation de pouvoir expulser. Donc il faut ce qu'on appelle un titre exécutoire, c'est-à-dire une décision judiciaire vous autorisant à faire procéder à l'expulsion. Et ensuite, il y a tout plein d'étapes avec la formation des services compétents auprès des services de police. Et il y a des délais jusqu'au préfet qui doit être informé, etc. Et le problème dans la procédure d'expulsion, c'est la trêve hivernale, qu'il ne faut pas oublier, qui commence très bientôt puisque c'est le 1er novembre et qui termine le 31 mars. Donc, ce sont des périodes pendant lesquelles les expulsions ne peuvent pas avoir lieu. Donc, il faut un peu anticiper lorsque vous avez des problématiques qui peuvent entraîner l'expulsion. Donc, c'est soit quand on a mis un terme au contrat pendant sa durée pour une faute quelconque mais importante du locataire, soit à la fin du bail, vous avez donné un congé par exemple et votre locataire se maintient sans droit ni titre dans l'appartement. Dans ces cas-là, donc vous êtes autorisé puisqu'il n'a plus de titre à solliciter et l'expulsion et ce qu'on appelle une indemnité d'occupation, c'est-à-dire qu'il ne va plus payer un loyer, mais ça s'appelle une indemnité d'occupation qui est normalement prévue dans le contrat. Et il faut un petit peu anticiper pour éviter de tomber sous le coup de la trêve hivernale, puisque là, ça repoussera l'expulsion après le 31 mars prochain. Et donc, c'est aussi un des enjeux quand on avait mentionné tout l'aspect impayé et les étapes, c'est qu'un process vous aide aussi à être certain d'avoir les bonnes dates et d'éviter d'arriver trop tard, puisque en fait, malheureusement, c'est en même temps un marathon, mais avec des sprints à bien respecter, et que si on veut que ce marathon ne dure pas des dizaines d'années, il faut arriver à bien prévoir les dates clés pour ne pas se retrouver un peu piégé de part et d'autre. On arrive à la fin, juste sur peut-être conclusion rapide, et je vous laisse poser toutes les questions que vous le souhaitez. Ce qu'on a essayé de retravailler un peu durant ce parcours locataire, c'est de démontrer que c'est certain qu'il y aura malheureusement dans la gestion du logement des cas complexes et tendus, et que au final, ça paraît impensable dans ce cas-là, de ne pas avoir un soutien juridique, quel que soit, pour y arriver. Néanmoins, il faut, avant d'arriver dans cette situation complexe, il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour éviter d'être dans cette situation complexe, ou en tout cas faire en sorte que cette situation complexe soit la moins douloureuse possible. Donc, vraiment, je réinsiste sur d'avoir une réflexion sur les process et les éléments. Et on a vu dans pas mal des cas que la réactivité était un point important, ou en tout cas la manière dont on veut mettre en place l'échange entre les parties prenantes. Et assez souvent, à partir d'un certain nombre de logements sous gestion, il faut un outil. Par contre, j'insiste beaucoup, donc un outil, il y en a des très beaux, Hublot par exemple, mais un outil, c'est anecdotique. Si vous voulez que vous arriviez à résoudre concrètement votre sujet, les process, les humains autour de l'outil sont hyper importants. Et j'insiste aussi beaucoup sur la notion de conduite du changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez en place un process A, vous voyez certaines lacunes parce que ça manque, vous voulez le faire évoluer et vous voulez par exemple prendre un nouvel outil, ou vous voulez juste le faire évoluer, prenez vraiment en compte cette logique de conduite du changement. Donc soit en interne, vous le savez, soit vous pouvez vous renseigner là-dessus. Mais c'est très, très important, et ça fait la différence entre le changement efficace et le changement qui dure pendant des années sans avoir des éléments là-dessus. Donc la conduite du changement, on est tous un peu réfractaires.
à des évolutions. Mais prenez bien ça en compte quand vous voulez changer un process dans la partie de la gestion. On arrive au terme de ce webinaire. Donc il est enregistré. Vous avez nos contacts et on va vous envoyer le support. On peut prendre encore des questions pendant quelques minutes. On a à peu près tenu le timing. Et j'insiste également pour vous préciser que de ne pas hésiter à nous contacter au sens large, que ce soit Marie ou moi, soit si vous avez des questions à la suite de ce webinaire, soit si vous avez des sujets qui vous intéresseraient qu'on étudie lors d'un prochain webinaire, soit des sujets beaucoup plus spécifiques, soit un peu plus génériques. Vraiment, n'hésitez pas. L'idée, c'est d'essayer de proposer de manière régulière ce genre de présentation et de ne pas hésiter à nous faire aussi également un retour. Est-ce que vous l'avez trouvé un peu utile? Vous avez aussi des sondages à la fin. Mais en tout cas, n'hésitez vraiment pas. On a une question qui est arrivée sur le contrat de location. Sur le propriétaire, donc je la lis peut-être pour tout le monde, donc c'est sur la partie chat. Lors de l'anniversaire de mon contrat de location, mon propriétaire a accepté de ne pas augmenter directement le loyer selon l'IRL. Cependant, il a décidé d'appliquer quand même l'IRL au loyer et de réaliser tous les mois une remise sur loyer du montant de l'augmentation pour pouvoir réaugmenter quand il le souhaite. Est-ce légal? Alors non, le fait d'augmenter le loyer, c'est le principe d'indexation. On indexe tous les ans à la date d'anniversaire du bail, selon des critères définis qui sont normalement rappelés dans le contrat de bail. Donc non, on ne peut pas à tout moment décider d'augmenter, de ne pas augmenter. Il y a des règles et le principe de l'indexation selon une année est très important. Sinon, on pourrait effectivement contester l'indexation appliquée par le bailleur, du coup, de façon discrétionnaire. Ok, moi j'espère qu'en tout cas le locataire n'avait pas son propriétaire dans le webinaire. Je ne vois pas d'autres questions. Merci beaucoup Marie pour votre temps. Merci beaucoup à tous les gens qui ont participé. On a lancé un sondage, je vois que les gens ont faim. C'est normal, c'est à l'heure du déjeuner. Et je réinsiste sur mon invitation à recevoir des commentaires sur l'organisation de sujets qui pourraient vous intéresser. Et si des gens veulent participer aussi à un webinaire, avec grand plaisir. Merci à tous et merci Flavien pour cette invitation. Et je note, Marie, que tu as des fans dans la salle. Je viens de voir que il y a Julien qui a dit bravo Marie. Voilà. Moi, je n'ai pas eu ça du tout. Voilà, je constate personne. Voilà, bravo Marie. Merci Julien. Merci à tous. Très bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir.